Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24, en direct de Conakry, en Guinée, pour la seconde partie de cette émission spéciale, avec de nouveaux invités, Thierry. Oui, Marie-Angèle, avec l'expert politique Ahmed Kourouma, bienvenue. Merci, bonjour, bienvenue. Nous sommes avec M. Souleymane Touré, administrateur civil, bienvenue. Merci, bonjour. Et M. Ibrahim Sori Makanera, qui est membre du bureau exécutif de l'Union des forces républicaines de Sidya Touré, bienvenue. Merci, messieurs. Et vous le savez, chers téléspectateurs, une adresse, guinée2015@africa24tv.com. Vous pouvez poser vos questions aux personnes qui sont sur ce plateau et nous relayerons l'information afin qu'elles puissent vous répondre. Nous sommes descendus dans les rues de Conakry pour recueillir l'avis des populations par rapport justement à ce thème sur la demande énergétique. Il y en a tellement de coupures chez nous qu'on ne peut même pas expliquer. Il y a de ce quartier ici qui peuvent faire un mois sans avoir de l'eau potable. Ça, je suis désolé, mais non. Ce pays, c'est vraiment le château d'eau d'Afrique, soi-disant. Mais ce château d'eau, vraiment, ne nous satisfait pas. Parce qu'il faut avoir au moins des personnes ressources pour pouvoir gérer ce château, pour qu'on ait au moins de l'eau potable. Mais la population guinéenne, si on est dans les villes, si on est partout, vous verrez des gens, des bidons sur la tête, ils se promènent de point en point. De 2000 à 2010, je pense que la Guinée dispose de suffisamment assez d'eau potable par rapport à la construction des forages à Conakry à l'intérieur du pays. Souvent, je suis obligé de me lever avec ma femme à partir de 5 h du matin pour aller puiser de l'eau avant d'aller au service. Donc, on est obligé de faire en rang. Des fois, on peut envoyer les bidons au niveau des points d'eau. On peut faire plus de 2 heures du temps. C'est une sorte de tour à tour. Il faut s'inscrire d'abord. Quand ton tour arrive, des fois, il y a des jeunes qui sont là-bas, qui laissent ton numéro de contact. 2 heures ou 3 heures, ou voire même 4 heures du temps, tu peux déposer à 8 heures. On ne fait que te rappeler à 14 heures ou bien 15 heures pour dire que non, ton tour est arrivé. Donc avec cette situation, on ne peut pas dire honnêtement et franchement, en âme et conscience, que la situation a changé. Monsieur Makanera, on ne peut pas parler d'énergie en Guinée à l'heure actuelle sans forcément évoquer l'inauguration du barrage de Caleta. Est-ce une avancée? Est-ce que vous pensez qu'effectivement ça va contribuer au bien-être des populations? Et est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire plus en l'état actuel des choses? Votre dernière question est vraiment très importante. Toute avancée est à saluer. Aujourd'hui, il y a de l'électricité à Conakry. C'est une très bonne chose. Mais attention, on connaît ce gouvernement. Pour ce gouvernement, tout est politique. La politique est dans tout. Il suffit de voir même l'inauguration de Caleta. Mais heureusement, on a invité 18 chefs d'État, on en a eu 1,5. Donc le président du Niger et le demi-président du Congo. Bon, bref, tout est politique, même dans sa conception. Par cela, on a eu 2 chefs d'État, un chef d'État, oui, bon, voilà. Pour moi personnellement, focalisé sur le débat guinéen, je pense que c'est pas moi qui ai amené ces gens-là à quelques jours de l'élection présidentielle pour qu'ils viennent féliciter l'un des candidats. Ce n'est pas moi, c'est eux. Le professeur l'a voulu. Donc, si Caleta a été conçu avec la volonté sans faille de servir seulement les Guinéens, là, je l'apprécie. C'est une bonne chose. Mais si c'était fait, je l'ai applaudi. Mais c'est une énergie totalement politique. C'est pourquoi on n'a pas fait ce qu'il fallait. Selon les spécialistes, Caleta n'a pas de lit. Il fallait commencer par Souapiti et revenir vers Caleta. Mais comme le professeur voulait faire coïncider l'inauguration à l'élection présidentielle, le travail a été bâclé selon des spécialistes. Vous pouvez vous renseigner. Après la saison de pluie, les problèmes commenceront. Deuxièmement, quand même, Caleta a été financé par un prêt, selon les informations qui sont 526 millions de dollars. Voilà. Alors que nous avons 700 millions de dollars de Rio Tinto
qui a disparu dans la nature. Si vous regardez la définition du mot détournement, vous trouverez que les 700 millions ont été détournés. Avez-vous posé la question au gouvernement, aux autorités? Là, je profite de cette occasion, parce que ce n'est pas facile en Guinée, de demander ces 700 millions de dollars dont la destination initiale était le compte du trésor, c'est partout dans le monde comme ça. Aujourd'hui, nous ne savons pas où ils sont. Ces 700 millions qui devaient financer Swapiti, qui devaient nous mettre à l'abri d'emprunts, parce que le prix, comment dirais-je, l'intérêt que les placements rapportent sont inférieurs par rapport au coût de crédit. Pourquoi emprunter de l'argent alors que nous avons 700 millions de dollars que nous ne retrouvons nulle part là où il devait être? Il devait être dans le compte du trésor, je parle selon la loi, pas selon ce que Sidya Touré veut, et ça ne figure nulle part dans le bilan. Alors, s'il vous plaît, je pose cette question à l'autorité. Si aujourd'hui, qui est-ce qui connaît, même les députés ne connaissent pas la destination de ces 700 millions de dollars? Je suis mortel, comme tout le monde. Alors si aujourd'hui quelque chose que je ne souhaite pas, Dieu le sait, arrive à notre président, qui est-ce qui sait où se trouvent nos 700 millions de dollars? Bon. Ça, c'est pourquoi je vous dis cette question d'énergie. On ne va pas demander à M. Kourouma de répondre à cette question, elle ne lui est pas adressée. Mais sur les 526 millions de dollars du coût de Kaleta, on a parlé de la quote-part de la Guinée, c'est 25%, la Chine 75%. Et certains acteurs politiques ont estimé qu'il y avait eu des surfacturations. Vous avez l'impression que c'est le cas? J'ai pas cette impression-là et je me garderai bien de l'avoir. Ça, c'est la première des choses. Moi, je ne suis pas dans l'invective et dans l'accusation à outrance. J'essaye d'être rationnel et de voir d'un côté ce qui a été fait et de l'autre ce qui n'a pas été fait. La question que vous avez posée, à savoir est-ce que l'on peut faire plus ou mieux, je vous dirais évidemment qu'on peut toujours faire plus ou mieux, parce que nous partons de très loin. J'ai envie de dire enfin que la lumière fut, au bout de 50 ans d'indépendance, on en est encore à ce débat sur l'énergie, sur la lumière à Conakry. Je trouve ça hallucinant pour ma génération. Ce qui m'importe le plus, parce que je vous suis et vous êtes de fort bons journalistes, mais ce qui m'importe le plus, c'est qu'on recentre le débat et qu'on le recadre en direction du Guinéen. Il faut remettre l'humain au centre du débat politique guinéen, d'une part, et d'autre part, je voudrais vous parler, moi, de cet enfant que j'ai vu avant-hier. Et cette anecdote, est significative des carences de notre pays. J'ai vu cet enfant, j'étais en train de passer vers l'aéroport, et je l'ai vu étudier à la lueur des lampadaires. Je trouvais cette image extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous avons un peuple, une jeunesse qui a soif d'apprendre, qui a cette volonté absolue d'apprendre. Nous avons aujourd'hui des entreprises, des PME, ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises, dont personne ne parle ici, qui ont besoin d'énergie pour faire avancer le pays, qui ont besoin d'énergie pour que, comment dirais-je, pour que l'emploi se fasse dans ce pays. Voilà ce qui, moi, me paraît le plus important. Le reste, 700 millions de dollars, vous avez raison, c'est votre rôle de mettre l'accent dessus. Mais en tant qu'expert politique ou conseiller politique, ce n'est pas mon rôle. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple de Guinée, dont on parle très peu. Oui, mais les fonds publics appartiennent aussi au peuple de Guinée. Donc oui, mais on ne peut pas... On ne peut pas... On vous a compris. Hein, j'espère qu'on m'a compris. On vous a compris. Est-ce que l'humain, M. Touré, est mis au centre justement des politiques de développement en matière énergétique des différents candidats? L'avez-vous observé? Écoutez, parler du programme présidentiel des candidats, surtout dans cette période de campagne, est un peu difficile parce que quand on écoute les différents représentants des candidats qui passent dans les chaînes de télévision ou à la radio, on a l'impression qu'ils passent tout à fait à côté. Ils sont plutôt dans des débats qui ne portent pas sur leur programme présidentiel, mais plutôt sur leur personne. Alors que l'enjeu de développement qui se pose en Guinée est réel. Aujourd'hui, ils prétendent à l'alternance, c'est-à-dire à succéder à M. Alpha Condé. Mais quand on regarde surtout le domaine dont on est en train de parler, qui porte sur l'énergie, on constate que la Guinée est dotée de ressources assez diversifiées. Aujourd'hui, Kaleta rentre comme un acquis pour la Guinée.
parce que Caleta vient booster une réalité qui était constatable, on peut le dire ainsi. S'il y avait un déficit énergétique à un moment donné, il est clair que Caleta a augmenté substantiellement la réalité d'électrification dans les zones. On ne peut pas citer, je vais vous citer quelques exemples de potentialités dont regorge la Guinée. On est en train de parler des barrages hydroélectriques. Vous allez voir par exemple que le potentiel hydroélectrique de la Guinée est de 6000 MW. Et sur les 6000 MW, seuls 2% sont exploités. Donc ça veut dire que si chaque candidat à l'élection présidentielle fait de l'électrification une priorité et que, arrivé au pouvoir, que le candidat arrive à réaliser, à poser les mêmes acquis que M. Alpha Condé, qui a réalisé au bout de 4 ans un barrage hydroélectrique avec une capacité que nous connaissons, 240 MW, et qui est d'ailleurs, il faut le signaler, qui est un barrage qui apporte plutôt à la sous-région. Donc c'est pour dire que... C'est d'ailleurs la question que j'allais poser à M. C'est pour dire que la Guinée, aujourd'hui, se place au devant du développement énergétique en Guinée. Et il faut le saluer. Oui, mais la question qu'on peut se poser, je vois là que dans les projets à venir, il est question que le barrage de Caleta serve par exemple à pouvoir interconnecter les réseaux sénégalais, bissau-guinéens, la Gambie, qui de la Guinée. Parce que Caleta ne suffit pas, à lui seul, à pouvoir régler les problèmes énergétiques de votre pays. C'est pourquoi j'ai commencé par dire pourquoi on n'a pas fait du bon travail en prenant Caleta a coûté 2 fois moins que nos 700 millions de dollars qui ont disparu dans la nature. C'est une réalité. Alors maintenant, oui, on ne revient pas, mais c'est la question, il faut quand même que je dise. D'accord, mais vous avez adressé la question au président. Voilà, et le problème, Caleta, c'est très bien si c'était pensé pour les Guinéens. Maintenant, on parle, il dit que, mon frère dit que si tous les candidats faisaient comme le professeur Alpha Condé, ça sera bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si je ne me trompe pas, le Premier ministre avait dit ici, sur la RTG un jour, que le président de la République avait dépensé près de 2 milliards de dollars pour l'électricité, parce que les moteurs qui ont été achetés, d'autres contrats qui ont été signés, qui se sont révélés des fiascos extraordinaires, ça on n'a pas le temps pour en parler. Il dit que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Je ne savais pas que Dieu était électricien. Nous, avec Sidya Touré, c'était avec 6 millions de dollars seulement financés par l'AFP. 6 millions de dollars. Imaginez si Sidya Touré avait ces 2 milliards pour électrifier. C'est qu'il aurait pu faire. Faites le calcul vous-même, 6 millions de dollars. Mais je vous repose la question, oui. Monsieur Makanera. J'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on va envoyer de l'électricité guinéenne du côté des pays frontaliers alors que dans votre propre pays, il y a toujours des problèmes. Mais vous savez, ce régime nous a habitués à des déclarations pompeuses et creuses. Ça a toujours été comme ça. Ils nous disent que notre code minier est le meilleur au monde. Je veux poser cette question à mon frère. Quelle étude scientifique impartiale a abouti à ce résultat, hein? Et deuxièmement, il faut savoir que la forme juridique d'exploitation minière actuelle de la Guinée a été abandonnée par d'autres pays depuis les années 60. On est encore en concession. Je vous dis, vous pouvez vérifier, l'État guinéen ne sait pas combien nous tirons de notre mine. C'est ce que nous devons contrôler qui nous disent combien. Alors votre avancée se trouve où? Alors, monsieur Koum, le problème, c'est que vous posez effectivement des questions à des personnes qui ne peuvent pas y répondre. Alors, il faudrait mieux parler. En l'occurrence, c'était la mouvance. Je peux donner mon avis. Non, oui, c'est pas une question de mouvance ou une question d'opposition. Ce qu'il faut préciser, nous sommes avant tout des citoyens guinéens. Toute réalisation qui est faite par un parti politique, c'est à l'avantage du peuple de Guinée. Donc ça, c'est un acquis. Que ça soit aujourd'hui, il est clair que personne, ils sont dans la conquête du pouvoir. Ils veulent tous avoir le pouvoir. Pour revenir à la question de M. Thierry, qui demande pourquoi on interconnecte le réseau sénégalais ou bien il faut prendre d'abord l'origine de ce projet. Ce projet est tiré de l'OMVS que vous connaissez certainement. Donc c'est un projet sous-régional. Mais la Guinée a la chance de regorger toute cette ressource énergétique. Donc pour réaliser ces acquis aujourd'hui, il est impensable que la Guinée peut être mise à côté. Bien que la construction de ces barrages permet à la Guinée d'engranger aussi des bénéfices.
Parce que si l'énergie est produite ici et vendue au Sénégal dans le cadre de l'intégration sous-régionale, c'est un acquis. Maintenant, pour revenir maintenant à la consommation que Mme Angel avait posée, il est nécessaire de préciser que, qu'on le veuille ou pas, bien avant qu'à l'État, vous allez voir que la consommation d'électricité en Guinée était très faible. Le secteur minier seulement, vous consommez 47%. Les ménages, vous prenez 31%. Et avec la venue de Kalota, vous le constatez, vous sortez aujourd'hui, vous marchez de Conakry 1 jusqu'au kilomètre 36, vous allez constater que même la journée, il y a des activités qui se créent, des petites entreprises qui se créent. Donc le peuple est en train de ressentir ce changement. Et ça, que Alpha Condé soit là aujourd'hui, qu'il ne soit pas là demain, le peuple se salue cette initiative. Et je suis sûr que Sissidia qui était là, qui en 96 avait fait pareil, parce qu'il était venu, il a acheté des groupes électrogènes, et ces groupes électrogènes, pendant une certaine période, a électrifié la ville de Conakry. C'est ce qui fait la notoriété publique de Sidia aujourd'hui. Donc nos hommes politiques doivent intégrer ces différentes priorités dans leur programme présidentiel au bénéfice du peuple de Guinée, non dans une querelle de personnalité politique. Monsieur Kourouma, peut-on avoir d'autres alternatives? Je joins cette question à la réaction d'une téléspectatrice, Abietou, de Conakry, qui demande si il est possible en Guinée de promouvoir par exemple l'exploitation de l'énergie thermique et le gaz naturel dans les foyers au lieu d'utiliser du charbon par exemple. Tout à fait, il y a d'autres alternatives, tout à fait. Il y a aussi les mini-barrages qui sont importants. On ne peut pas, on parle de Kaleta qui est le faire-valoir, le fer de lance aujourd'hui, puisque c'est l'un des barrages qui a été réalisé. Mais effectivement, il y a d'autres sources d'énergie à pourvoir. Cela étant, en Guinée, on a toujours l'habitude de mettre les problèmes sous le paillasson et puis de se gargariser de certaines choses. Ce qui m'intéresse, moi, au-delà de Kaleta, il y a le transport d'électricité. Ça, c'est un énorme problème, le transport électrique. Est-ce qu'il est optimal? Il n'est pas optimal. Nous avons des câbles électriques aujourd'hui qui sont complètement désuètes. Nous avons un problème de transport énergétique. Le président de la République a soulevé et relevé ce problème. Nous avons aussi certaines choses. On peut construire tous les barrages du monde s'il n'y a pas une moralisation de la vie du citoyen, une moralisation de l'administration guinéenne. On ne va pas y arriver. Et je vais vous amener des preuves simples. Vous avez des gens qui travaillent aujourd'hui dans l'énergie en Guinée, dans l'administration guinéenne, donc à EDG, et qui ont des intérêts privés. Cela est incompatible avec le service de l'État. Quelqu'un qui travaille dans l'administration ne peut pas en même temps travailler dans le privé. Vous me l'accorderez. Première chose. On joue à la roulette énergétique. L'État guinéen, et je suis ravi de vous entendre dire tous les deux d'être d'accord là-dessus, à savoir que si nous arrivons, puisque nous sommes le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, si nous arrivons à vendre de l'électricité, que ce soit au Sénégal, au Mali, etc., ça va engranger de l'argent dans les caisses de l'État qui va pouvoir enfin mettre en place, quel que soit le futur président élu, des programmes sociaux, parce que cela est important. Donc tant mieux si l'État guinéen engrange de l'argent. Cela étant, il va falloir faire il va falloir donner un coup de balai dans l'administration guinéenne, parce qu'il y a une corruption telle. Nous sommes dans le culte de l'incompétence. Ça n'a pas déjà été fait? Ça n'a pas encore été fait. Il y a encore des choses à faire. Pourtant, le président le déclarait sur ce même plateau. Le président a eu raison de le dire, puisqu'il a effectivement mis, d'après ce que j'ai compris, des leviers en place. Il a mis des mécanismes en place qui font que nous sommes en passe de réduire considérablement la corruption dans ce pays, mais il reste encore beaucoup à faire. On en revient à votre question. On peut toujours faire mieux, et il faut le faire. Il y a un problème générationnel dans ce pays. Nous avons un problème avec l'administration, avec ceux qui travaillent pour l'État, qui n'ont pas une morale ou une conscience de l'État et du bien collectif ou du bien commun. Et cela est important pour moi. Monsieur Sori Makanera, vous avez beaucoup critiqué l'action du RPG par rapport à justement la demande énergétique. Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de l'UFR pour résorber tout ce déficit? Et une seule phrase, étant le secrétaire fédéral de l'UFR France, membre du bureau exécutif national,
j'avais salué la déclaration de politique générale du président Alpha Condé publiée sur mon site devant Sidia. Son ambassadeur qui était aux États-Unis m'appelle et dit tu n'as pas pris de risque. J'ai dit pour moi que la Guinée avance. Si c'est par Alpha Condé, je l'approuve et je l'applaudis. Il y a eu 12 000 vues. S'il travaillait honnêtement pour ce pays, je serais son premier défenseur. Je suis le premier défenseur aujourd'hui, je le dis, l'un des premiers défenseurs de votre ambassadeur de Guinée, notre ambassadeur de Guinée en France, parce que c'est un grand cadre. Donc, je vais vous dire, ce n'est pas par mauvaise foi. C'est pourquoi j'ai dit ça. Alors, par là, nous pouvons faire beaucoup mieux, en commençant par tirer les conséquences de ce que nous constatons de mauvais. Le président de la République, le 1er mai, lui-même a dit que les 50% de ses ministres sont des incompétents, des vauriens. Est-ce qu'il en a tiré les conséquences? Absolument pas. Si on avait dit que son compte bancaire était menacé... Encore une fois, vous vous éloignez du débat. On vous demande ce que M. Sidia Touré propose. Ce que Sidia Touré propose, d'abord, il recrute des fonctionnaires compétents. Et s'il constate qu'ils sont incompétents, il les enlève avant de le déclarer. Il ne va jamais dire que les 50% de ses fonctionnaires sont des incompétents, puis il les garde. En matière de développement énergétique. Développement énergétique, je vous rappelle que Sidia Touré est venu ici expérimenter en la matière, il a participé à l'électrification de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ici, c'est un domaine qu'il connaît beaucoup mieux que quiconque. Ici, avec 6 millions de dollars, il a électrifié ce pays pendant plusieurs années. On ne parle pas du passé, on est dans la perspective. C'est-à-dire, pourquoi moi je parle du passé? Nous sommes tous dans le domaine, et comment dirais des promesses. Si c'est des promesses, et le RPG est champion. C'est pourquoi je montre d'abord ce que nous avons fait. Il a construit un barrage. Alors, maintenant, nous allons créer, bien entendu, des barrages, des petits barrages, comme ça se fait au Maroc. La tentation, cette tentation d'engloutir non seulement le problème de transport sera minimisée, mais plus le barrage est grand en Guinée, plus la tentation de corruption est là. C'est pourquoi Garafini n'a jamais marché. Petit barrage, combien de mégawatts par exemple? J'en suis pas spécialiste. Donc, mais vous savez ce que c'est qu'un petit barrage? Qu'est-ce que c'est qu'un petit barrage? Un petit barrage, mais par exemple, on peut faire pour un profane, Garafiri, Kaleta est d'une certaine taille, qui nous a engloutis plusieurs, je ne sais pas si c'est 45 millions de dollars. On peut faire un barrage aux besoins d'une ville comme Bokeh, qui va engloutir beaucoup moins parce que Kaleta est faite, comme ils le disent, pour la Guinée et pour les autres pays. Juste avant une réaction, au lieu de construire plusieurs petits barrages, qui reviendraient forcément plus cher que de construire un grand barrage. Pas forcément, absolument pas forcément, parce que ça dépend combien de barrages nous faisons et que l'expérience des gros barrages, nous le savons, que Kaleta ou Garafiri, ils bouffent tout l'argent et puis on se retrouve. Pourquoi Garafiri n'a jamais marché? Ok, on a compris votre point de vue. Monsieur Souleymane Touré, quel pourrait être le plan du prochain président, parce que vous n'avez pas d'affiliation politique officielle ici, le prochain président qui va être élu, si vous devriez lui donner un conseil, il serait lequel? Écoutez, je souhaite que avant de répondre à votre question, je prendrai quelques secondes pour argumenter ce que M. Kourouma a dit, qui porte sur la question de Madame, sur la diversification du domaine énergétique. Il faut remarquer que dans l'exploitation des ressources forestières, il est estimé 30 millions de mètres cubes de bois par an en Guinée. C'est-à-dire dans le domaine énergétique, c'est que le peuple utilise en réalité. Et aussi, on a un potentiel d'énergie solaire. On a vu tout récemment, il n'y a même pas plus de 3 jours, que le président de la République a inauguré à Kankan la mise en place et la création d'un site d'énergie solaire qui va alimenter la ville de Conakry. Et pour revenir aussi sur les dégradations portant sur le transport et la production, il faut reconnaître qu'il y a eu des réalisations qui ont été faites sous le quinquennat du président Alpha Condé. Et ces réalisations ont porté sur la réhabilitation et l'extension de certains réseaux, dont la commune de Matoto, de Ratoma et de Kaloum, aussi avec la réhabilitation de certaines centrales dans les capitales régionales, comme Kankan, Zérekouré et Labé, Farana aussi. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut se dire qu'en Guinée, je conseille. Certainement, je ne peux pas être le conseiller du président, mais comme vous me donnez l'opportunité, je dirais au prochain président de regarder la Guinée en face. La Guinée a traversé assez de difficultés. C'est vrai que
la Guinée a échappé à certaines crises qui avaient secoué le domaine de l'énergétique pendant 20 ans. Mais aujourd'hui, la Guinée est en train de se relever. Donc il faudra que le prochain président inscrit son action gouvernementale dans la continuité et dans le renforcement des acquis qui sont posés par son prédécesseur. Et si c'est le président Alpha Condé, je souhaite qu'il, comme il l'a annoncé le jour de l'inauguration, qu'il arrive à construire Soapeti et Amaria, en tout cas pour booster le domaine énergétique guinéen. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour cette deuxième partie qui s'achève. Et dans quelques instants, donc, nos invités vont quitter ce plateau et nous recevrons le candidat Faya Lansana Milimouno qui viendra justement discuter des mêmes questions sur ce plateau. A tout de suite. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. Sans force vive, on ne peut pas développer l'économie. La Guinée, notre développement, notre futur.